franceinter.com. Le pape et l'empereur faisant refondre peuples et royaumes pour en faire une Europe nouvelle. Dis-moi ce qu'on peut faire après Charlemagne. Victor Hugo, Hernani. « 2000 ans d'histoire. Le roi des Francs est déjà le souverain le plus puissant d'Europe lorsque le 25 décembre 800, le jour de Noël, il entre dans la basilique Saint-Pierre de Rome, accompagné des évêques et des comtes de son royaume et de ses fils Charles et Pépin. Il s'agenouille devant le pape Léon III qui pose sur sa tête un diadème en prononçant 3 fois ces mots « À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire ». Puis le pape s'agenouille à son tour devant ce roi qu'il vient de proclamer successeur des Césars, le premier empereur en Occident depuis la chute de Rome, Charlemagne. Les livres nous racontent que l'Empire romain était païen. Désormais, les livres parleront du Saint-Empire romain. Le pacte de Kiersey. La cité des hommes, la cité de Dieu, tous les chrétiens d'Occident. Unis dans un nouvel empire. Georges Minois, bonjour. Bonjour. C'était le 25 décembre 800, le moment le plus connu du règne de Charlemagne, auquel vous venez de consacrer un gros livre à la mesure du personnage que vous comparez même à Alexandre, César et Napoléon, et qui a déjà presque 60 ans, on l'oublie, quand il est couronné empereur par le pape Léon III. Ce qui est important peut-être, c'est ce qui a marqué sans doute ses contemporains, c'est qu'il est le premier empereur depuis, en tout cas en Occident, depuis la chute de Rome, plus de 3 siècles plus tôt. Oui, c'est ça. La chute de l'Empire romain d'Occident avait laissé un grand vide à l'ouest. Alors, il restait un empereur. C'était l'empereur de Byzance, l'empereur romain d'Orient, qui se considérait comme le seul et unique successeur des empereurs romains. Mais à l'ouest, les royaumes barbares s'étaient partagés le territoire de ce qui était autrefois l'Empire romain d'Occident. Et pendant 250 ans, effectivement, un peu plus de 250 ans, il n'y a pas eu d'empereur à l'ouest. Et c'est donc ce qui fait l'importance de cet événement du 25 décembre 800. Alors à ce moment-là, Charlemagne n'est encore que roi des Francs. Il est successeur de Pépin de Bref, qui était son père dans ce qui ne s'appelait pas encore la France, hein, mais alors qui, à la mort de Pépin de Bref, était l'équivalent, même plus grand encore que la France de l'époque. Il faut peut-être rappeler à l'époque à quoi ressemble ce qu'on appelait la Francie ou la Gaule de Pépin le Bref, Georges Minois. Alors c'était un territoire qui nous semble aujourd'hui un petit peu bizarre dans sa configuration parce que ça comprenait non seulement la France actuelle, mais aussi le territoire actuel de la Belgique, des Pays-Bas, donc disons jusqu'au Rhin, jusqu'à l'est du Rhin à peu près, le territoire actuel de la Suisse, les frontières d'ailleurs étaient assez floues du côté de l'est de la Suisse et de la Bavière. Ça s'arrêtait donc à l'arc alpin. Et puis au sud, alors là, entre les Pyrénées et l'Èbre, il y a un territoire qui est très indécis, partagé entre les Arabes et les Francs, justement. Donc là, c'était un territoire qui faisait environ 1 200 000 km², ce qui est tout de même assez colossal. 2 fois la France d'aujourd'hui. Tout à fait, oui. Alors justement, c'est un royaume dont Charlemagne hérite avec son frère Carloman. Il se partage ce royaume lorsque meurt Pépin le Bref en 768 et dont Charlemagne devient le seul roi après la mort de son frère Carloman en 771. Le royaume des Francs souverains est réunifié et plus fort qu'avant. J'ai décidé de vous déléguer une partie de mes pouvoirs. Genoux à terre. Roland, donne-moi ton glaive, donne-moi de Durandal.
Gilbert, tu seras comte de Provence. Roger, comte de Bourgogne. Olivier, comte d'Aquitaine. Turpin, archevêque de Reims. Auger, comte de Picardie. Roland, comte de Bretagne. Vous garderez les frontières et étoufferez toute rébellion. Vous ferez savoir à vos sujets que désormais nous garantissons leur protection. Vous ferez respecter la loi et n'agirez que dans l'esprit de la loi, en toutes circonstances. Rassemblez vos hommes sur le champ. Faites diligence, Auger. Et toi, Turpin, vous m'accompagnez à Pavie. Et c'était en 774, Charlemagne, à peine devenu roi des Francs, commence donc en Italie la première des campagnes qui, pendant près de 30 ans, allait lui permettre d'agrandir le royaume de son père avec ses compagnons, les comtes, une institution très importante pendant le règne de Charlemagne, mais qui existait déjà avant lui, Georges Minois. Oui, alors les comtes, ce sont des grands personnages. Il y en a environ, on estime environ 300 pour l'ensemble du territoire. Et ils dirigent chacun un territoire qui est grand comme à peu près un de nos départements actuels. Alors ils sont nommés donc par le souverain. Ils ont quasiment tous les pouvoirs dans la région dans laquelle ils résident, hein, la justice, la convocation de l'armée, l'ordre public, bien entendu, d'une façon générale, sont des très très puissants personnages. Si le règne de Charlemagne, enfin comme roi des Francs, a été essentiellement marqué par des conquêtes, la volonté d'étendre le royaume de son père bien au-delà des frontières justement de ce royaume, et ça suppose une armée qui était à l'époque, l'armée franque, une des plus puissantes d'Europe, Georges Minois. Oui, surtout grâce à son organisation, hein. C'est l'une des grandes forces de Charlemagne, c'est son esprit organisateur. C'est un homme qui, dans tous les domaines, a fait preuve d'un esprit rationnel, je dirais. Et alors, dans la convocation de l'armée, chaque année, au printemps, disons au mois de mai, il réunit des hommes qu'il convoque, qui viennent de toutes les parties du royaume, puis de l'Empire. Ça représente des effectifs qui peuvent aller, alors là, les historiens sont très discutent beaucoup là-dessus. Ça va, les estimations vont de 10 000 à 40 000 hommes. Bon, disons 10 à 15 000 hommes, ça semble le plus vraisemblable. Chacun doit amener son propre équipement, des vivres pour 3 mois. Donc tout ça est très soigneusement organisé. Et ça permet à Charlemagne, effectivement, qui a en face de lui des peuples qui sont souvent beaucoup moins bien organisés que les Francs. Ça a été le grand instrument de ces conquêtes, bien sûr. Alors, conquêtes qui commencent, enfin qui vont être une succession interminable de campagnes pendant presque une trentaine d'années, toute l'époque où il a été roi des Francs, et qui commencent, on l'a entendu, d'abord en Italie contre les Lombards et à la demande du pape, Georges Minois. Oui, parce qu'au nord de l'Italie, il y avait ce peuple des Lombards qui revendiquait la possession en fait de l'Italie entière, ce qui inquiétait beaucoup le pape et aussi l'empereur de Byzance, qui se considérait lui comme le souverain de l'Italie. Donc il y avait pas mal de prétendants pour cette Italie. Et alors le pape, depuis d'ailleurs Charles Martel et Pépin le Bref, le pape avait pris l'habitude de faire appel au roi des Francs pour venir le protéger contre le roi des Lombards. Et c'est ce qui s'est passé en 774, donc Charlemagne, à la demande du pape, il traverse par le col du Mont-Cenis, il arrive dans la vallée du Pô, il assiège Pavie, le siège a duré 1 an d'ailleurs, ça a été très difficile, et il détrône le roi des Lombards, il prend le titre, voilà, Didier, qu'il fait enfermer dans un monastère, et il prend pour lui le titre de roi des Lombards, il annexe donc le territoire, qui va jusqu'à l'Italie centrale, disons. Et je crois qu'il a confié au pape, parce qu'en fait il y a une grande complicité entre les deux, on le verra, enfin entre les papes qui se sont succédés du temps du règne de Charlemagne et Charlemagne, dont on a le sentiment qu'au fond il travaillait moins pour agrandir son royaume ou le royaume de son père
que pour essayer de convertir, au fond, les pays et les peuples qu'il attaquait, non? Oui, Est-ce que c'est un prétexte? Parce qu'on dit qu'il était extrêmement pieux, Georges Minois. oui, oui, il était pieux, bon, je dirais comme pratiquement tout le monde à cette époque, mais ses conquêtes sont plutôt, ça peut sembler paradoxal, mais des conquêtes défensives. Lorsqu'il s'attaque au territoire voisin, c'est la plupart du temps, en fait, pour protéger ses propres frontières, parce que ce sont des gens turbulents, il y a les Saxons d'un côté, il y a les Arabes au sud, il y a les Bavarois, il y a les Avars, un peuple asiatique, et ces gens-là sont assez turbulents, ils font des razzias de temps en temps sur les territoires francs, et c'est plutôt, je dirais, pour consolider les marches de son empire qu'il a entrepris ces guerres. Vous avez évoqué les Arabes, ou plutôt les musulmans qui occupent l'Espagne. Alors, parmi les campagnes de Charlemagne, évidemment, peut-être la plus connue, mais elle a été désastreuse, c'est la campagne qu'il mène en Espagne en 778 et qui va se terminer par un désastre, Georges Minois. Oui, alors la fameuse affaire de Roncevaux, qui est devenue, alors qui a pris des proportions énormes à partir simplement du XIe siècle, lorsque des troubadours ont mis ça en vers et ils en ont fait une véritable épopée, la fameuse chanson de Roland, bien sûr. Alors, on n'est pas sûr exactement de l'importance réelle de l'événement. On ne sait même pas d'ailleurs précisément où ça s'est passé, parce qu'on a, la tradition a fixé ça au col de Roncevaux, mais on n'a jamais rien retrouvé archéologiquement au col de Roncevaux. Il semble que ce soit l'arrière-garde de l'armée qui se soit fait surprendre par les Basques. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que dans la chanson de Roland, ce sont les Sarrasins, c'est-à-dire les musulmans. Bien sûr. Mais on est 3 siècles après Charlemagne et on ne parle pas du rôle des Basques, puisque ce sont eux, effectivement. Oui, parce que quand la chanson de Roland a été écrite, on est en pleine période de croisade. Alors les grands ennemis, évidemment, ce sont les arabo-musulmans. Mais en réalité, ce sont les Basques qui ont fait cette attaque surprise. Oui. Alors cela dit, la plus dure des campagnes, et la plus longue surtout des campagnes menées par Charlemagne, menée pendant 27 ans, c'est celle qu'il a menée contre les Saxons qui menacent son royaume à l'est, et surtout que le pape demande à Charlemagne de convertir au christianisme. Nous vivons dans l'incertitude. Beaucoup trop de menaces mettent l'Église en péril. De qui parlez-vous? Des Saxons, bien sûr. À force de vouloir leur imposer nos lois, j'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Ils brûlent nos villages et disparaissent comme par enchantement. Ils massacrent tout ce qui vit et soudain disparaissent. Ils rongent ton royaume comme des rats. Oui. Tout ce que j'ai réussi à découvrir récemment, c'est que leur chef se nomme Widukind. Ils adorent un arbre sacré du nom d'Irmansul. Vas-y, détruis-le. Trouve Widukind. Convertis-le. Fais-leur connaître la Bible. Tu dois regrouper tous ces peuples au nom du Christ et maintenir la paix au sein de tes frontières, ou alors renonce à vouloir défendre l'Église. Elle périra, et tes fils ne régneront jamais. Et c'était donc le début. En fait, le début, il a commencé très tôt, dès le début de son règne. Georges Minois, Charlemagne, à s'en prendre aux Saxons pour des raisons défensives, vous le disiez, ou pour aussi les convertir, car ils étaient païens. Ils avaient refusé de se convertir. Et ce que fera leur roi, finalement, ces campagnes, il y en a eu une quantité, ça a duré plus de 20 ans. Ces campagnes étaient extrêmement violentes, et même à l'origine, on parle beaucoup, par exemple, d'un massacre de Saxons qui a eu lieu à Verden, je crois. Oui, c'est ça. Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on fait passer les Saxons pour les massacreurs. En réalité, en ce qui concerne les massacres, Charlemagne n'est pas mal non plus. C'était une brute. Oui, c'était un vrai sauvage de ce côté-là. Enfin, là, l'affaire de Verden, il était particulièrement furieux parce qu'une de ses armées avait été battue justement par les Saxons. Et là, il a fait rassembler 4500 Saxons prisonniers. Il leur a fait couper la tête sur le champ. Et puis après ça, il a édicté un capitulaire des Saxons, une décision par laquelle... Capitulaire, c'était les lois. C'était les lois, oui. Alors, une loi par laquelle le christianisme était imposé par la force aux Saxons, sous peine de mort, d'ailleurs. C'était des conversions assez brutales, ouais.
Autre adversaire qui, lui, en revanche, était chrétien, il n'avait pas besoin d'être converti, c'était le roi de Bavière que Charlemagne fait déposer également. Oui, Tassilon III était duc de Bavière. Alors, c'est d'ailleurs, c'est un parent de Charlemagne, c'est un cousin de Charlemagne. Son grand-père était Charles Martel. Et alors, il souhaitait garder évidemment une certaine indépendance à l'égard des Francs. Et cette attitude un petit peu trop indépendante au goût de Charlemagne lui a valu pas mal de déboires jusqu'au moment où Charlemagne a décidé de se débarrasser de lui. Alors, bon, il ne l'a pas fait exécuter, mais comme il le faisait avec beaucoup de grands personnages, il l'a fait enfermer dans un monastère et il a donc rattaché le territoire de la Bavière à l'Empire. Autre guerre contre les Avars. Alors, les Avars, oui, là c'est Qui était-ce ? C'est un peuple d'origine asiatique. Il semble que ce soit les restes de l'invasion d'Attila et des Huns. Donc certaines parties de ce peuple étaient restées dans la plaine du Danube, dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie, la Hongrie actuelle. Alors c'était des gens qui étaient semi-nomades encore, hein, qui vivaient autour de lieux fortifiés qu'on appelait les rings, dans lesquels ils accumulaient leur butin. Et alors des gens assez turbulents aussi, et c'est là encore, c'est pour cette raison que Charlemagne décide en 791 de mener contre eux une très très grande campagne au cours de laquelle il va s'emparer des fameux trésors du Ring des Avars qui vont enrichir son propre trésor. Et donc on est à l'époque où effectivement il a pratiquement achevé ses conquêtes après 30 ans de guerre, et il est parvenu à étendre et pacifier donc son royaume à l'aide de ses fils Charles, Louis, qu'il a fait roi d'Aquitaine, et Pépin, roi d'Italie. Prince Charles, Père, j'apporte plus de 1000 branches comme celle-ci, en gage de soumission de la dernière tribu saxonne, celle qui demeurait invaincue à ce jour et qui réclame le baptême. Voici l'évêque de Salzbourg. Il s'y rendra sous ta protection et procédera à la cérémonie avec Widukind, duc de Saxe. Louis, roi d'Aquitaine. C'est le drapeau de la forteresse de Huesca. C'était la dernière forteresse maure entre Barcelone et l'océan Atlantique. L'Espagne est à toi. Pépin, roi d'Italie. Les barbares qui nous ont attaqués de l'Orient ont été repoussés à l'Orient, du moins ceux qui ont survécu, sans les trésors qu'ils avaient volés. J'ai ramené 15 attelages jusqu'à ton palais. Ils sont chargés d'or, d'argent et de pierreries. Ce trésor provenait de pillages d'églises. Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm de Clive Donner, Charlemagne, le prince à cheval. On se trouve à l'extrême fin du IXe siècle. À ce moment-là, Charlemagne a étendu ce qui est déjà un empire sans empereur. Il n'a toujours pas le titre d'empereur, il est toujours roi des Francs, et c'est à ce moment-là qu'il va devenir empereur. On ne sait pas très bien, au fond, s'il le souhaitait eux-mêmes. C'est un peu arrivé par accident et dans des circonstances plutôt favorables, Georges Minois. Oui, alors, effectivement, cette affaire... D'abord, il n'y a plus tellement d'empereurs à Byzance. À ce moment-là, non, alors oui, c'est ça. Il y a une crise à Byzance. Voilà, à Byzance, l'empereur byzantin, qui se considérait, on disait tout à l'heure, comme le véritable successeur des empereurs romains, à Byzance, la vie politique était extrêmement agitée. Sur une centaine d'empereurs, il y en a plus de la moitié qui ont été assassinés au cours de l'histoire byzantine. Et à cette époque, justement, la situation est assez particulière. C'est la veuve du précédent empereur, Irène, une Athénienne, qui règne en réalité parce que elle a fait crever les yeux de son fils Constantin VI de façon à garder pour elle le pouvoir. Alors crever les yeux, arracher les yeux, c'est une coutume à l'époque. C'est une coutume, en fait. Oui. C'est horrible. C'était Oui. une femme étonnante d'ailleurs. Ah oui, tout à fait étonnante, très très belle d'ailleurs. Elle avait demandé Charlemagne en mariage, je crois. Oui, il y a une histoire là-dessus, un chroniqueur byzantin qui raconte qu'il y a eu un projet de mariage entre Irène, qui avait 50 ans à l'époque, mais qui était toujours très belle. Les empereurs byzantins avaient coutume de recruter leur épouse après des concours de beauté. Donc les chefs d'État avaient aussi à cette époque-là de très belles femmes. Enfin, bref, l'empire était chancelant, l'empire de Byzance, l'empire byzantin, mais il y a aussi une autre circonstance, c'est que le pape lui-même, le pape Léon III, est en difficulté à Rome. Il est accusé d'immoralité par ses cardinaux.
Georges Minois. Oui, alors le pape, il cherchait à se soustraire à la fois, on a dit tout à l'heure, au roi des Lombards, bon ça y est c'est fini, mais à se soustraire aussi à l'autorité de l'empereur byzantin. Et pour lui, une bonne solution, ce serait justement de transmettre la couronne impériale à Charlemagne, parce que dans son idée, Charlemagne serait son instrument en quelque sorte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est précipité le jour du couronnement pour lui mettre la couronne sur la tête, ce dont Charlemagne a été assez furieux, paraît-il, ce qui fait d'ailleurs que Napoléon, 1000 ans plus tard, mettra lui lui-même va mettre la couronne sur ouais. sa tête parce qu'il se souvenait de ce qui était arrivé à Charlemagne. C'est moi qui me couronne, c'est pas le pape qui me fait empereur. Donc là, ça s'est passé dans des circonstances assez étranges, c'est vrai, hein, cette affaire de Noël de l'an 800. Et donc Léon III a couronné Charlemagne et les deux personnages se sont entendus pour gouverner l'Occident, en fait. Alors, il le gouverne. Bon, désormais, Charlemagne va surtout, pendant les 14 ans qui lui restent à vivre, va surtout organiser son empire, va le consolidé à partir de sa capitale qui est Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle qui est en Allemagne. On s'est toujours demandé au fond si Charlemagne était allemand ou français. Oui, alors au cours de l'histoire, les Allemands, les Français se sont un peu disputés le personnage de Charlemagne. Il y avait un ouvrage qui a été intitulé dans les années 30, Karl der Große oder Charlemagne, hein, l'un ou l'autre. Parce qu'effectivement, on ne peut pas décider, hein, il appartient aux deux à la fois, en réalité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a choisi en réalité pour incarner en fait l'idée européenne. Hein. Il convient tout à fait à ce rôle. Alors en tout cas, dans cet empire dont il est maintenant l'empereur, il va l'organiser, il est divisé, vous le disiez, en 300 comtés avec des comtes que Charlemagne, pour éviter qu'ils prennent trop d'indépendance, fait surveiller par les fameux missi dominici. Il développe également l'économie, le commerce, fait construire des routes. C'est ce qu'on a appelé la Renaissance carolingienne, bien avant la Renaissance telle qu'on l'a appelée plus tard. Est-ce que c'est une réalité, l'importance justement de l'œuvre de Charlemagne dans son empire, Georges Minois? Alors, oui, il y a une certaine renaissance, mais évidemment, tout est relatif. Hein. On partait de tellement bas sous les Mérovingiens où la vie économique se réduisait vraiment à très très peu de choses. Chaque petite région vivait en autarcie. Il y a une certaine renaissance du commerce, c'est vrai, mais enfin, c'est quand même assez léger. Hein. Les villes végètent encore par rapport à ce qu'elles étaient sous l'Empire romain. Bon, c'est vrai que grâce à la paix qui règne dans l'Empire, il y a une certaine renaissance. Mais enfin, encore une fois, c'est très très relatif. Les arts aussi, on dit qu'il les a encouragés. Oui, alors on construit pas mal sous Charlemagne. Il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. Hein, des bâtiments qui ont été construits sous Charlemagne, quelques pans de murs par-ci, par-là. Mais des cathédrales, des églises, quelques palais ou villas dans lesquels l'empereur résidait de temps en temps, c'est vrai. Alors notamment à Aix, bien entendu, mais aussi à Paderborn, à Ingelheim, à Mayence. Il a fait construire un certain nombre de palais. Une grande curiosité pour beaucoup de choses, Georges Minois, alors qu'on dit qu'il ne savait pratiquement ni lire ni écrire. Oui, alors là c'est pareil, il y a cet épisode touchant qu'on trouve chez Ginard, dans lequel on raconte que Charlemagne, qui avait des insomnies, passait la nuit à essayer de maîtriser l'écriture. Bon, on a un peu brodé là-dessus, parce que c'était très édifiant. Bon, il savait probablement écrire, peut-être d'une façon assez hésitante, c'est vrai. Il essayait peut-être de maîtriser la calligraphie. C'est très incertain. En tout cas, il aimait beaucoup les affaires culturelles. Il essayait de faire de la poésie lui-même. Il avait même organisé une académie à Aix. Hein. Donc c'est quelqu'un qui aime les arts et la littérature, c'est certain, oui. Et qui, selon une légende, aimait beaucoup l'école, en tout cas a souhaité développer les écoles dans son empire. Les centaines de monastères et les 200 évêchés que compte mon empire concentrent toutes les capacités intellectuelles du royaume. Je ne peux pas ne pas m'en servir. Et c'est à eux que je vais confier ce que je considère comme la tâche la plus importante de mon règne. Apprendre à lire et à écrire au plus grand nombre de mes sujets. Je dois donner à l'Empire des gens capables de s'en occuper.
Il faut apprendre ou disparaître. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis, et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Pardon pour cet anachronisme, Georges Minois, vous qui êtes un historien sérieux. Cela dit, c'est vrai que on a tout le temps dit qu'il avait inventé l'école. C'était pas le cas, elles existaient quand même avant lui, Georges Minois. Bien entendu, enfin des écoles, donc comme ça vient d'être dit, dans les monastères, dans certains évêchés, c'est vrai. Alors des écoles pour les fils, c'était essentiellement destiné aux gens qui se destinaient qui allaient devenir moines. Quelques fils de la noblesse également fréquentaient ces écoles. C'est pas encore l'école gratuite, laïque et obligatoire pour tout le monde. Pas, non. Mais ce qui a fait la popularité de ce thème, c'est que Notker, à la fin du IXe siècle, un chroniqueur de l'époque, avait raconté cette scène dans laquelle Charlemagne visite une école et puis il félicite les bons élèves qui viennent des classes pauvres, alors que ceux qui sont les fils de l'aristocratie, sont fainéants, etc. Alors, sous la Troisième République, ça plaisait beaucoup, ce genre de choses. Dans les manuels des écoles primaires, des scolaires, on représentait très fréquemment cette scène. Ça fait partie de toutes les légendes, effectivement, de tout ce qu'on a pu dire sur Charlemagne. Vous évoquiez justement ce rôle qu'on lui attribue dans la construction future de l'Europe. On dit qu'il en a rêvé. C'est Victor Hugo, dont j'ai cité cet extrait d'Hernani tout à l'heure. Le pape et l'empereur faisant refondre peuples et royaumes pour en faire une Europe nouvelle. Ah, dis-moi ce qu'on peut faire après Charlemagne. Père de l'Europe, Charlemagne, Georges Minois? Je crois que ce serait excessif de le dire comme cela. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde les cartes, on constate qu'il y a une certaine... on peut quasiment superposer la carte de l'Empire de Charlemagne et celle du marché commun de 1957. C'est assez frappant, les mêmes superficies, pratiquement les mêmes limites. Aix-la-Chapelle, c'est pas très loin de Bruxelles non plus. Donc il y a un certain nombre de similitudes comme ça. Maintenant, l'idée européenne, Charlemagne, évidemment, en était assez éloignée. Surtout que c'est peut-être pas une référence excellente pour l'Europe, parce que cet empire qu'il a construit, il s'est effondré immédiatement après lui, puisque la règle des Francs voulait que les enfants se partagent l'empire ou le royaume. Et c'est ce qui s'est passé après la mort de Charlemagne. 30 ans en fait après sa mort, ce sont ses petits-fils qui ont divisé son empire en 3. C'est ça. Alors, Charlemagne lui-même a eu 3 fils, mais 2 sont morts avant lui. Donc, quand il est mort, c'est Louis le Pieux qui a hérité de l'ensemble. Mais Louis le Pieux, lui, a eu aussi 3 fils. Et là, ils se sont partagés au fameux traité de Verdun l'ensemble de l'empire de Charlemagne. La Lotharingie au milieu, entourée de la Francie orientale qui est devenue l'Allemagne, de la Francie occidentale qui est devenue la France, et en fait, qui est à l'origine quand même d'un sacré nombre de guerres. Enfin, toute cette légende, on la retrouve. Elle a été entretenue dans le temps. On la retrouve on en a parlé dans la chanson de Roland, écrite 3 siècles après, l'empereur à la barbe fleurie, disait-on à l'époque. En tout cas, merci Georges Minois pour avoir fait la part entre la légende et la réalité dans ce livre important dont je recommande la lecture. C'est un livre volumineux, une biographie donc consacrée à Charlemagne et qui est paru chez Perrin. À lire aussi La France au Moyen-Âge de Claude Gauvard, qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants: Charlemagne, Le Prince à cheval de Clive Donner et L'an 800 au temps de Charlemagne de Jean-François Delassus. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliva, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire du duel.